Bonsoir. Nous allons aujourd'hui encore continuer sur la même lancée, hein. Nous avons toujours discuté des thèmes de nouveau management public, de nouvelle gouvernance, de surveillance, oversight, comme disent les Américains, donc tout ce qui est surveillance, contrôle, etc. Nous continuons dans cette voie avec une préoccupation, donc la gestion du changement, la transformation. Et donc, c'est ce que nous voulons voir avec vous et que nous avons décliné ces temps-ci. Évidemment, dans cette lancée, nous avons commencé plusieurs vidéos que nous sommes en train d'extraire de nos programmes de formation, que ce soit des programmes de séminaires, que ce soit des programmes en salle. Donc, voilà un peu ce que je voudrais aujourd'hui au nom de l'École internationale des affaires et vous présenter un peu et donc des supports de formation qui sont peut-être intéressants, du moins je l'espère. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye. Bon, je suis un consultant, un formateur, un coach dans les problèmes de nouveau management, de réformes de transformation, de gouvernance, de nouvelle gouvernance, tout ce qui est oversight, et de contrôle, vérification, etc. Et donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ces thèmes. Évidemment, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu, être dans l'actualité, et vous parler des différences et des synergies qui existent en planification, stratégie. Il y a des nuances et c'est souvent assimilé. C'est pas forcément la même chose et ça peut être complexe dans l'administration. Donc, et voilà un peu aujourd'hui notre préoccupation que nous plaçons donc dans le cadre du grand thème de la transformation. Je crois que nous avons démarré des vidéos sur ce que nous appelons le vortex stratégique, qui est un sujet passionnant pour transformer le continent, sortir des sentiers battus. Donc, c'est des thèmes que nous allons voir progressivement et j'espère que vous nous rejoindrez nombreux quand vous allez vu, lorsque vous aurez vu cette vidéo sur nos différentes plateformes, donc sur les chaînes YouTube, et pourquoi pas dans les programmes de formation. Et nous avons des plateformes spécialisées, c'est des choses que nous pouvons faire aussi en salle, hein, à votre demande. Donc voilà. Évidemment, une idée centrale aujourd'hui, c'est qu'on confond plan et stratégie. Et un plan n'est pas une stratégie. Nous allons essayer d'écrire ça. Donc voilà un peu le thème que nous allons essayer de décrire aujourd'hui. Et j'espère que vous le trouverez passionnant. C'est un débat international avec des grands professeurs comme Roger Martin et consorts, et des gens d'Harvard Business School, de MIT, etc. Et donc nous vous présentons ces choses-là ici, donc en Afrique, à Dakar, avec, je pense, autant de dextérité que les autres qui présentent ailleurs. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un élément central de la vidéo, planification et stratégie. Donc, ça, nous l'avons extrait du cours global de management stratégique. Et puis, des thèmes de séminaire aussi que nous faisons sur ce sujet de la stratégie à l'action, booster la performance de votre organisation. Donc, c'est un ensemble de modules, de séminaires organisés par l'École internationale des affaires, comme dans les pays anglo-saxons. Parce qu'ici, on croit simplement que les séminaires, ça doit être fait par des cabinets et consorts. Dans tout le monde, vous avez des grandes écoles qui ont des structures pour ça, des services, et nous les offrons. Donc, et vous allez voir que nous sommes aujourd'hui dans tous les domaines, la santé, et bientôt le management scolaire, etc., etc. Donc, bonjour, venez nous rejoindre, découvrez les succès du stratégique, les clés du succès stratégique, être un stratège, non seulement un planificateur, mais un stratège, être un manager, non seulement un manager, mais un leader et un spécialiste de la gouvernance publique ou privée, la gouvernance des organisations, la gouvernance d'entreprise. Donc, pour nous, tout cela, c'est lié. Et souvent, c'est offert de façon éclatée comme des outils. Donc, c'est un système. Et nous, notre formation met l'accent sur les caractères systémiques de ces choses et nous essayons d'expliquer. Donc, nous allons voir comment nous allons, donc, avec vous, explorer tous ces concepts de niche stratégique, de vortex stratégique, de localisation, d'avantages concurrentiels. Si vous êtes un pays, si vous êtes une organisation censée aujourd'hui évoluer dans le monde, hein, ces concepts doivent être clairs, vous devez être capable de formaliser ça. Et tous ces programmes-là vont dans ce sens.
Bon, donc la planification, c'est pas forcément ce que l'on croit, hein. Et comme dit quelqu'un, c'est une hypothèse, la planification. Hein, c'est une hypothèse documentée. Documentée parce qu'il y a des informations qui ont été collectées de manière scientifique, hein, etc. Mais c'est un plan. Donc, ça permet de clarifier les objectifs, pour voir clair sur les objectifs que l'on cherche à atteindre. On renforce les compétences parce qu'après tout, les objectifs demandent des actions de mise en œuvre, mais les actions de mise en œuvre, il faut les confier à des gens. Hein, ce qu'on pourrait appeler les propriétaires de la performance ou de ces actions. Ça permet aussi de gérer l'incertitude. Et nous verrons plus loin que planifier aussi suppose de cerner les risques et puis de les donc intégrer dans le processus de planification. Assurer la faisabilité, effectivement, ça, quand on cerne les actions qu'on doit mener, on est dans une logique de les mettre en œuvre. Et il faut clarifier les responsabilités. Qui va faire quoi, qui va s'occuper de quoi, etc. Donc finalement, la planification, ça permet de cadrer la gestion. J'espère que ce tableau est très visible et vous explique clairement cela. Donc, effectivement, il y a des notions qui sont interconnectées et parfois dans le langage ordinaire, on les assimile. Parfois, ce sont des abus de langage, certainement. On parle de planification, on parle de stratégie. Ensuite, on vient parler de planification stratégique. Hein, et donc, un cycle qu'on verra. Effectivement, souvent, la différence réside dans les éléments que nous allons définir. Et quand on regarde bien les organisations au niveau mondial, vous avez des master plans. Hein, c'est des plans directeurs, des gros plans. Hein, par exemple, souvent, c'est un horizon pluriannuel, mais les master plans, souvent, on les traduit en plans, un plan stratégique, etc. Et donc, peut-être un horizon moins réduit, avec des objectifs beaucoup plus concrets. Vous avez les plans d'action ou les plans annuels de performance. Là, ça devient plus précis, ça devient exigeant, et nous verrons qu'est-ce qu'il y a dans ces documents. Donc, planification et stratégie, c'est pas la même chose. L'un est utile à l'autre, etc. Et à l'autre, etc. Et ça permet de gérer les synergies. Je dis toujours aux gens que la stratégie aussi, c'est l'art de la synergie. Et la stratégie, vous devez, grâce à un plan, aligner les objectifs. Les gens vont savoir qu'il y a des objectifs que nous devons suivre. Et voilà, les exigences. Ça vous permet d'allouer les ressources. Et un élément très important, gérer les risques de non-atteinte des objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de management stratégique, on parle de risques, on parle de maîtriser les risques, etc. Et donc, voilà un peu pour introduire le sujet. Et on a tendance à prêter la stratégie en disant que c'est les militaires qui l'ont inventé, c'est l'art de la guerre, c'est l'art des militaires, etc. Et souvent, la stratégie débouche sur le projet. Et ça aussi, c'est pas clair. Parce qu'en général, on confond master plan, des plans stratégiques qui vont les démultiplier. Hein, par exemple, et les plans d'action pour la mise en œuvre, avec des problèmes de mesure que nous verrons plus loin. Hein, les programmes, hein, le plan est découpé en programmes, les programmes en projets. En général, on confond ça. Et dans le français ordinaire, effectivement, ces mots peuvent signifier pratiquement la même chose. Mais en management des organisations, il faut que cela soit clair, il faut qu'il y ait la séquence logique du master plan, de la vision d'ailleurs, et de la vision d'abord, du master plan, des plans stratégiques, des plans annuels de performance, plans d'action, et des programmes, des projets, etc. Et l'autre confusion vient aussi du fait que souvent ces documents ont beaucoup de choses en commun, des indicateurs de performance par exemple, et voilà, des rapports de performance par exemple. Donc dans le jargon donc, du management, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Effectivement, le plan, souvent également, permet l'alignement sur des objectifs, sur des délais. La stratégie, c'est plus complexe parce que la stratégie, ça suppose de l'arbitrage. Hein, ça suppose des choix, hein, pour décider ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prioriser, etc. En principe, après ce qu'on dit, la stratégie a plus de souplesse, hein, parce que la stratégie invite à coller aux évolutions, et à identifier les opportunités, à tenir compte des changements de l'environnement, à anticiper les risques, à gérer l'incertitude, etc. Alors que le plan, en général, est un document écrit avec des objectifs déclinés, avec des actions qui font
mettre en œuvre et avec l'identification des risques de non-atteinte de ces objectifs, avec la mesure de la performance, donc les indicateurs de performance. Et aujourd'hui, on parle même indicateurs de risque, des indicateurs clés de risque, hein, par exemple. Et ça facilite aussi dans le sens d'un audit moderne, hein, là où l'on a institué des procédures d'audit moderne. Donc, ça permet de déboucher sur donc, les critères d'audit. Et les critères d'audit et les tests d'audit, ça devient plus facile parce que nous avons en amont et ce que j'appelle l'auditabilité. C'est-à-dire que si vous avez un système comme on l'a souvent en Afrique francophone, où on dit qu'on fait de l'audit et qu'en amont, il n'y a pas l'auditabilité, il n'y a pas de planification stratégique, il n'y a pas d'indicateur de performance, il y a pas, on ne sait pas comment déterminer les critères d'audit, évidemment, c'est beaucoup plus théorique que réel. Donc, choisir une stratégie ou un plan. La stratégie vous permet de vous adapter, de prioriser, de sélectionner, de décider le chemin qu'on va emprunter à un moment donné parce qu'il y a des changements. Le plan, on commence déjà, on est déjà dans la mise en œuvre. Mais le problème du plan, c'est qu'en lui seul, il ne suffit pas pour la mise en œuvre. Et comme on dit souvent dans beaucoup de documents, des publications, l'exécution est essentielle. Et nous verrons à partir des cas, on est vraiment dans l'exécution. Le plan, on va faire. On a l'intention de faire. Donc, c'est un peu ça. Et effectivement, et, en général, on parle de planification stratégique avec des méthodes de diagnostic. Ici, je vous ai présenté une méthode très connue, plus simple, et la méthode PESWOT en anglais, certaines disent PESTEL, et donc et menaces, opportunités, tout ça. Donc, voilà, décidé ici. Je vais planifier en tenant compte de mes forces internes que je vais renforcer, les opportunités, je vais essayer d'en profiter, les faiblesses, je vais essayer de les enlever, les menaces, je vais essayer de les supprimer, à supposer qu'on puisse supprimer à 100%. Donc voilà un peu, il y a beaucoup d'autres méthodes maintenant. Et le PES, ça passe partout, tout le monde fait ça, c'est plus facile, ça fait des ateliers, mais en réalité, plusieurs cabinets dans le monde ont essayé de proposer le système. Ils vendent leur marque, ils vendent leur méthodologie. C'est enseigné dans les business schools et c'est devenu célèbre. Et vous avez la méthode de Porter, les 5 forces. Et là, on évalue la compétitivité des secteurs sur la base de certaines forces. Hein, le pouvoir des fournisseurs, des clients, les menaces des entrants, et la concurrence, les produits de substitution, etc. On tient compte de ça pour définir sa stratégie. Et on analyse la dynamique concurrentielle. Et aujourd'hui, on le fait dans le secteur public. Donc, c'est toute la problématique du management, nouveau management public qui s'est inspiré du management privé. Par exemple, dans le secteur de la santé, de l'éducation, évidemment, peut-être pas dans nos pays où ces secteurs sont plus ou moins des monopoles d'État. Et bon, ça commence à changer, mais dans des pays anglo-saxons où la santé, l'éducation, c'est dans le marché, effectivement, il y a des dynamiques concurrentielles et la planification stratégique, lors du diagnostic stratégique, on peut utiliser cette méthode. Vous prenez certainement les cabinets qui ont créé ça, ils vont appliquer leur méthode parce qu'ils vendent ça aussi. Et vous avez la matrice de Boston Consulting Group, et donc, qui a fait ses preuves dans l'histoire mondiale du conseil, qui a défini une autre méthode, portefeuille d'activité. Et on analyse les parts de marché, le taux de croissance, etc. Et ils ont proposé tout un système de classification étoile, vache à lait, etc. Et donc, vous voyez, tous ces modèles aussi sont des méthodes de diagnostic, mais sont aussi des méthodes d'aide, hein, d'aide à la prise de décision. Et donc, voilà, vous avez la méthode, donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle le Blue Ocean et Red Ocean, donc la stratégie de l'océan bleu, de l'océan rouge. On est plus ou moins toujours dans le monde de la compétition, sauf que ici, les fondateurs vous disent que le problème de la compétition, c'est pas forcer tête baissée, c'est pas, et donc, ce qu'ils appellent l'océan rouge en glace, comment dire, ensanglanté. Hein, donc, voilà. Et cette méthode nous demande d'identifier les facteurs à éliminer, à réduire, à augmenter, à créer pour générer de la valeur. Et donc, aujourd'hui, c'est utilisé par les administrations à travers le monde. Il y a même des pays qui en ont fait une sorte de politique publique officielle. Et donc, on réinvente les services publics en identifiant des innovations potentielles et on essaie de créer de nouvelles niches
au lieu de baisser, d'être foncé hein, sur la concurrence ensanglantée, d'où le nom de RED, Red Ocean. Donc, vous avez les méthodes de Bono, etc., et la méthode des parties prenantes, et, on parle de cartes. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes. Et il y a plusieurs méthodes, McKinsey, chacun a inventé. Donc, peut-être nous, le problème, hein, ces méthodes, c'est de prendre là-dedans ce qui vous intéresse hein, à un moment donné pour travailler et de faire un peu ce que vous essayez de réaliser dans vos objectifs. Voilà, j'ai dans le document des formations, ces méthodes sont décrites en profondeur. Et la méthode des 5 forces de Porter, et où on évalue la compétitivité d'un secteur en analysant les 5 forces dont je viens de parler, la matrice BCG, etc., etc. Donc, on a détaillé cela dans le document de formation et pendant nos séminaires, etc. Donc, vous voyez que la planification, le diagnostic stratégique est une étape, et cette étape peut s'appuyer sur différentes méthodologies, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, c'est toujours, j'ai de plus en plus détaillé ces modèles. Donc, le problème, c'est de savoir donc planifier pour le succès. On planifie pour le succès en principe. Hein, donc, et c'est très important pour le planificateur de comprendre les clés et les facteurs de succès de la transformation, de prendre de bonnes décisions. Et ici, on simule, hein, on vous présente ça. Et selon que l'on prend de bonnes décisions ou de mauvaises décisions, selon qu'on fasse de la bonne exécution, de la mauvaise exécution, quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, ça vous permet l'adaptabilité. Hein. Donc, ça permet donc d'évaluer, d'améliorer la gestion, d'avoir une très bonne plan stratégique et de prendre de bonnes décisions, etc. Donc, tout un effort à formaliser. Ici, j'ai essayé de présenter quelque chose qui, à mon avis, doit rester, doit devenir un réflexe, hein, que tout le monde doit comprendre que c'est comme ça que ça se passe de plus en plus, en général, comprendre les orientations stratégiques. Évidemment, il y a le diagnostic dont on a les diagnostics, parce que nous avons montré qu'il y a plusieurs méthodes, et ça peut même aller jusqu'à faire du benchmarking, se comparer à d'autres concurrents à un pays, etc. Et ça peut aller même jusqu'à faire du re-engineering aujourd'hui. Et quand vous voyez les outils qui ont été publiés aux États-Unis par des services comme le Government Accountability Office, et effectivement, vous voyez que c'est vaste. C'est pourquoi je dis, vous avez le droit d'inventer. Peut-être maintenant, il faut inventer quelque chose d'utile, quelque chose qui marche. Donc, comprendre les orientations stratégiques, déterminer son plan. En principe, pour les structures qui en ont les moyens, parce que ça demande des compétences, des hommes, des ressources, etc. Déterminer un plan, ça peut être un master plan, le plan des plans, le master plan, qui se découpe en d'autres plans au besoin, et vous avez une feuille de route. Et je crois que l'un des grands problèmes ici, pas aussi d'avoir un plan, hein, il faut une coordination tactique, stratégique, etc. Et ça débouche sur des actions spécifiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les publications en transformation que je fais en général, j'accorde beaucoup d'importance à la structure de coordination de la transformation. Et quand vous prenez des pays et donc, comme Maurice qui ont fait des choses, de très bonnes choses, et vous voyez comment un système de transformation, de coordination a été mis en place et depuis l'échelon primatorial, présidentiel, jusqu'au primatorial, jusqu'au dans tous les services. C'est organisé. Il y a des comités interministériels, etc., au nom varié. Et ça, on trouve ça dans beaucoup de pays. Un élément important, c'est le cadre temporel et l'allocation des ressources. Donc, le plan, en général, il ne suffit pas d'avoir un plan aussi. Il faut peut-être également aller jusqu'au bout, avoir des plans de financement triennaux, et donc qu'on peut chaque année et donc adapter à la durée annuelle. Et très souvent, d'ailleurs, quand on y regarde bien, quand c'est très bien fait, le plan
aboutit à des actions et ces actions sont budgétées. Donc, il y a un cycle qui doit être cohérent, qui doit être très bien élaboré, etc. Ça permet d'affecter les bourses aux actions qui sont prévues, aux ressources financières, des ressources financières, humaines, etc. Parce que c'est finalement, quand on passe à l'action, et ce sont ces choses-là qu'on aura à réaliser avec cette catégorie de ressources. Donc, le plan également sera priorisé. Et surtout quand on raisonne en termes de transformation. Je dis toujours, et ça c'est avec l'expérience, hein, au départ on était enthousiaste, on faisait de très bons plans, on était content, on pensait qu'on allait changer le monde. Dans la réalité, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'obstacles qui dépassent le plan. Hein, et aujourd'hui, moi je conseille, donc dans les formations coaching, tout ça, qu'on mette en place aussi, donc au niveau des plans opérationnels, qu'on mette en place des plans de gestion du changement. Et là, ces plans de gestion du changement vont tenir compte de certains risques, hein, d'échecs qui sont parfois très compliqués. Ce sont des ressources humaines, des problèmes humains, sociaux, de motivation, etc. Mais faire simplement des processus, je crois que ça va donner des résultats. C'est la plus grande illusion qui peut arriver, qui m'est déjà arrivée, et j'en ai tiré les leçons. La planification aussi peut affecter la structure organisationnelle. Parce que lorsque vous planifiez, que vous visez des objectifs, vous vous dites, je vais réaliser ces objectifs. Mais il faut vous donner les moyens. Et donc, vous donner les moyens, c'est avoir tout le système organisationnel qui va avec des planifications, de compétences, de mesures de performance, de clarification des rôles et des responsabilités, etc. Donc, plan et structure organisationnelle, ça rappelle le vieux débat. Est-ce que la stratégie procède des structures ou est-ce que les structures procèdent de la stratégie, hein? Mais personnellement, moi, je suis plutôt d'une école où on doit harmoniser. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle l'alignement à mon niveau, à mon avis plutôt. Voilà, donc, si j'essaie de vous mettre ça dans un joli schéma, hein, la planification, diagnostic, collecte des informations, élaboration des définitions des objectifs. Hein. Ici, on a mis objectif opérationnel, ça peut être objectif stratégique, etc. Chaque type d'objectif, il faut le décliner en mesures d'implémentation qui vont permettre de mettre en œuvre. Chaque mesure, il faut l'affecter, hein, à des propriétaires de responsabilité de performance, par exemple. Et chaque mesure, chaque objectif, il faut avoir l'indicateur de risque. C'est pas sûr que vous atteignez si vous ne mettez pas en place ce qu'on appelle contrôle interne. Donc, tout ce système doit exister. Il doit fonctionner à merveille. Il doit y avoir des animateurs, ça peut être le contrôle de gestion, de plus en plus dans certains pays, et comme aux États-Unis. Vous avez le chief, comment ils appellent ça, le transformation officer. Il y a un gars dont le métier, c'est de gérer la transformation à l'intérieur de l'organisation. Vous avez le chief risk officer, donc quelqu'un dont le rôle c'est de veiller sur les risques et de non-atteinte, etc. Et d'ailleurs, de plus en plus dans les séminaires coaching, je conseille surtout aux grosses entreprises publiques, peut-être en ont les moyens d'avoir un manager des risques. Et peut-être un jour, pourquoi pas, d'avoir un responsable de la transformation, comme cela se voit dans certains pays. Et si c'est l'état de façon globale, de plus en plus, j'ai tendance à penser qu'il faut une agence pour la transformation publique, par exemple, parce que ces choses-là, c'est des choses techniques. Si vous les amenez dans les ministères, ça devient politique. Et je pense que je suis sûr que ça finira comme ça un jour. Et donc, voilà, coordination mais communication efficace tout au long du processus entre les parties prenantes. Ça peut aller jusqu'au conseil d'administration. Parce qu'en principe, une organisation qui élabore ses documents, plans stratégiques, doit les faire valider par le conseil d'administration, par exemple. Et donc, voilà, la communication est essentielle. Et donc, sur la gouvernance et sur la pertinence des dispositifs de gestion, et donc, des activités de gestion, il faut avoir les capacités. Aujourd'hui, on parle même de capacités nécessaires. Il faut avoir un plan de communication qui, pour moi, doit être un des plans d'action. Parce que vous avez plusieurs objectifs stratégiques. À chaque objectif stratégique peut correspondre
un ou plusieurs plans d'action. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Hein. Mais des plans qu'on fait une fois par l'année, un atelier, et puis le matin, on continue à gérer comme avant, ça ne sert à rien. Le plan et tous les éléments qui vont avec deviennent un peu les instruments de gestion au jour le jour, hein, de l'organisation. Donc, ça pose un autre problème, régler les canaux de communication, la fréquence de communication, et la transparence sur l'information, sur les résultats. C'est pourquoi aussi un plan peut être bloqué, parce que les gens n'aiment pas tellement l'information et la transparence sur l'information. Par exemple, sur les résultats de performance, par exemple. Et donc, voilà, je peux vous dire aujourd'hui aussi que tout ça, c'est un peu informatisé. Hein. Vous avez des logiciels qui font ça à merveille, etc. Donc, diagnostic stratégie, déclinaison de vos objectifs stratégiques, déclinaison de vos objectifs organisationnels, opérationnels ou spécifiques, ça dépend de comment on est organisé, etc. Mais il y a un problème, la coordination des efforts, la qualité de la gestion des résultats, les steps de monitoring, de suivi des progrès, d'évaluation, d'audit. En amont, tout ça fait le succès. Hein? Le succès, ce n'est plus au fond le succès du plan, c'est le succès du fonctionnement de l'organisation. Donc voilà, un processus de planification stratégique, c'est un peu combiner les deux. Il ne suffit pas d'élaborer le plan. Et puis le leadership. Le leadership est formidable. C'est un élément incontournable. Les plus beaux plans sont du papier. Lorsqu'il n'y a pas le leadership, lorsqu'il n'y a pas la transparence, etc. Définir des objectifs de stratégie, c'est sélectionner des indicateurs de performance aussi pour chaque objectif. Donc, ça signifie que vous avez un système de documentation, disons, un système d'information pour gérer la performance, qui permet d'évaluer, d'ajuster en temps réel. Aujourd'hui, c'est presque en temps réel. Hein, en temps réel. Donc, le rôle des managers en chef, au fond, c'est un rôle de gestion des objectifs, de gestion des performances. Mais pour cela, il leur faut des qualités de leadership, de préférence, de leadership transformationnel avec toutes les critiques qu'on peut faire, tout dépendant du contexte. Ça signifie attribuer les responsabilités. Quand on dit objectif, quand on dit action à mettre, il faut qu'on sache qui est le responsable. Et lui, il a son plan d'action, il a ses indicateurs de performance, il a ses tableaux de bord ou ses rapports de performance. Donc, ça fonctionne dans le cadre d'un système de surveillance de la performance. Et tout ça, c'est un système qu'il faut construire. Il y a énormément de modèles de construction selon les cabinets, selon les grands consultants, etc. Bon, vous avez des consultants comme Cotter qui vont jusqu'à voir l'aspect succès lié au leadership, aux attitudes du dirigeant, etc. Et donc, tout ça fait partie du schéma pour la performance. Donc, voilà, donc, ici, on vous a fait, et souvent, il y a quelque chose d'important que j'ai vu sur le terrain lorsque j'étais dans les inspections. On fait des plans sans analyse des parties prenantes, donc qui est quelque part ici. Donc, en fait, c'est des plans qui ne sont pas corrélés donc aux besoins des gens et ça, c'est un point faible. Et l'analyse des parties prenantes, il y a des méthodes très sophistiquées pour ça, et ça doit faire partie du processus. Et aujourd'hui, mieux, quand vous prenez aux États-Unis des lois comme le Government Performance Results Act, et GPRA en français, vous voyez que ça pousse la planification à devenir une planification axée sur les résultats de la performance. Une planification axée sur le centricity, c'est la centralité client. Sur la centralité client, et donc, ou la centralité citoyenne. Évidemment, quand vous raisonnez comme ça, votre diagnostic stratégique doit inclure ces choses-là. Et pour les inclure, il faut s'intéresser aux parties prenantes. Évidemment, ça signifie qu'on est dans un état où le niveau de maturité du management public est très avancé. Il est avancé de sorte qu'on a des outils de ce genre. Quand ça existe, les gens, est-ce qu'ils le font maintenant? Les auditeurs vont dire, est-ce qu'ils le font, ou est-ce qu'ils le font bien, ou est-ce qu'ils le font mal? Et s'ils le font mal, quels sont les ajustements qu'ils vont mettre en place? Donc, ça va aller donc sur la gestion des risques et sur les grands problèmes. La réorganisation, de l'alignement, du fonctionnement des systèmes est très important.
Voilà, merci, à bientôt. Je pense que ça rentre bien donc dans ce vaste cette vaste formation et sur la transformation que nous faisons ces temps-ci et que nous proposons